C'était pendant la période de canicule. Je remontais le canal Saint-Martin et c'est là que je l'ai vu. J'allais vers la Biocoop et il m'a interrompu. Il m'a pointé avec son arme et j'étais tout mouillé. Je fais tout pour m'en remettre, mais c'est impossible pour moi de repasser sur les lieux depuis, quoi. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 30 juin et rien ne va plus. Depuis quelques jours, la fachosphère est en alerte maximale. La panique morale est à son comble. Mesdames et messieurs, le grand banditisme a pris le contrôle de la capitale. Le 10e est tombé aux mains des gangs. Fuyez le canal Saint-Martin, braves gens, vous risquez votre peau. Et tout ça n'est le fait que d'une seule personne, Hamza, 14 ans, et son pistolet à eau. Juste avant de continuer, j'ai quand même un message important à vous faire passer. Le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Alors on est presque à la moitié et déjà ça nous aiderait beaucoup d'y arriver. Toute l'équipe compte sur vous. La seule télé indé de France doit continuer d'exister. Alors rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Et donc on le disait, le jeune Hamza est partout. Des médias de Bolloré au Figaro, en passant par Frontières, Boulevard Voltaire et tous les autres torchons du même acabit là. Tout le monde ne parle que de lui, le collégien troublion du canal, dépeint comme un véritable chef de gang. C'est pas Hamza le problème. Hamza, c'est un voyou, c'est une petite racaille en puissance, c'est un jeune qui se sent totalement invincible, intouchable. Il a volé une chaise d'un bistrot autour du canal Saint-Martin, il l'a mis sur sa trottinette et il se balade. C'est le maître du canal Saint-Martin. Il fait payer une douane, il a dû se faire pas mal d'argent, c'est pour ça qu'on l'a surnommé la douane, pour ne pas tremper les gens. Et excusez-moi, mais quand vous parlez des... Moi, vraiment, j'ai une infinie considération pour les policiers, mais quand j'ai vu des policiers se mettre à jouer avec lui au pistolet à eau et qu'on a appris qu'il était impliqué également dans les émeutes post-PSG, enfin écoutez, il avait même discuté avec le maire actuel de Paris. Il a 11 ans, bien sûr, et tout le monde, c'est le petit seigneur du canal Saint-Martin. Oui, même sa garde à vue est devenue un sujet de plaisanterie. Au moins, il y avait la clim, dit-il. Mais pourquoi cet enfant est-il systématiquement relâché sans véritable sanction ? Je pose la question. Mais oui, on se le demande, à quand la prison ferme pour le gamin qui arrose les passants et vole une chaise pour la mettre sur sa trottinette ? Je pose la question. Alors Hamza, la douane, comme il aime à se faire appeler, c'est un gamin de 14 ans, ni plus ni moins. En pleine canicule à Paris, il traîne avec ses copains au canal Saint-Martin, devenu la piscine municipale officieuse pour la moitié des habitants de cette ville, en surchauffe. D'ailleurs, à ce sujet, cette histoire de canal ouvert à la baignade, là où toute la capitale se donne rendez-vous en maillot, ça fait pas franchement rêver toute la presse, particulièrement à droite. On sent bien que les slips de bain et les bouées flamants roses à 2 pas de République, c'est pas vraiment leur truc, voyez. Et alors, si vous rajoutez par là-dessus un petit Hamza, c'est la panique complète. Jean Bexon, de la feuille de chou fachotte Boulevard Voltaire, il a publié une quantité astronomique de tweets sur le jeune collégien. Et en fait, c'est bien simple. Chaque vidéo où le gosse apparaît sur Internet finit sur son Twitter, agrémenté de commentaires tous plus alarmistes les uns que les autres. Par exemple, quand on voit le jeune Hamza pousser une fille en maillot et les cheveux mouillés dans l'eau, Jean Bexon ajoute la légende suivante: la douane pousse des jeunes femmes dans le canal, un comportement dangereux en temps de canicule, un choc thermique peut être mortel. Alors les tweets du genre, il les enchaîne, on l'a dit, depuis plusieurs jours, avec des pseudo-révélations qui prêtent un peu à sourire. Ma préférée, le gamin aurait déjà fait une farce à la police. Ah bah ouais, prison, moi je vous le dis. Alors le jeune Hamza, c'est juste un gamin de son âge. Et oui, figurez-vous que c'est chiant ces machins-là. Je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte. C'est attendrissant 1 minute. Et insupportable la suivante. Ça teste les limites, ça fait l'intéressant, ça provoque. Et puis évidemment tout ça c'est amplifié par l'effet de groupe et une notoriété qui vient subitement d'exploser sur les réseaux sociaux. Hamza, il passe son temps entouré de copains plus âgés qui eux-mêmes passent leur temps à le suivre et à le filmer sous tous les angles pour en tirer profit. Mais imaginez un peu, tout le monde le reconnaît aux abords du canal, il y a carrément des gens qui lui demandent des autographes et des journalistes qui le traquent pour l'interviewer. Et vous tombez des nues quand le gosse, il sait plus s'arrêter.
Enfin, je sais pas, vous avez jamais vu une cour de récré ou c'est comment? Alors, on vous a quand même moins entendu quand c'était le fils, au hasard, d'Éric Zemmour qui s'est pas arrêté, lui, et qui a foncé dans 2 piétons qui avaient rien demandé, alors qu'il était complètement bourré au volant de sa bagnole. Mais c'est vrai que c'est mieux de demander des comptes à un petit mineur, là, et de pointer du doigt les pseudo-défaillances de ses parents parce qu'il a le malheur de tirer au pistolet à eau sur des flics en pleine canicule ou de menacer les passants à vélo de les arroser s'ils ne s'acquittent pas de 2 €. Il fait 40 degrés à l'ombre, c'est bon, on devrait survivre. Alors on a tous compris ce que fait l'extrême droite, c'est toujours la même rengaine de toute façon. Elle désigne des ennemis, toujours perçus comme l'étranger qui viendrait perturber la si paisible vie des bons petits Français qui seraient évidemment irréprochables dans leur genre et aspirant uniquement à la tranquillité et au calme. Et puis bon, il est bien pratique le petit Hamza, faut le dire, parce qu'à la base, l'extrême droite, elle avait repéré un autre fait divers sur laquelle se ruer avec ses dents longues là, la mort de Louis, 17 ans, à Narbonne. Le jeune homme placé à l'aide sociale à l'enfance aurait perdu la vie après avoir été tabassé par 5 autres, âgés entre 16 et 20 ans. Alors l'extrême droite, elle bavait sur l'affaire, elle en a fait des caisses, sauf que patatras, premières infos, les agresseurs sont européens et pire encore, certains d'entre eux se revendiquent même de l'extrême droite. Machine arrière toute, le petit Hamza et ses conneries d'ado, elles serviront bien pour faire le contre-feu. Alors on a tous compris la mécanique, l'extrême droite ne commente pas, elle sélectionne, elle amplifie, elle instrumentalise, et plus l'échéance évidemment électorale approche, et plus le robinet s'ouvre, il faut faire du bruit, du choc, du symbole, peu importe la nuance, elle est toujours perdante face aux récits qu'ils imposent et qu'ils inventent surtout. Puis si un sujet se complique, on en change, on trouve un autre visage, plus simple, plus viral, plus manipulable. Un adolescent turbulent de 14 ans fera parfaitement l'affaire. Peu importe ce qu'il fait réellement, peu importe le réel. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut en tirer. Le reste, c'est qu'un détail, tant que la machine tourne et que la peur continue de rapporter. Et avant de continuer, je vous rappelle notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois, c'est défiscalisable. Pour ça, rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de choisir, de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Que s'est-il passé à Monaco? Hier soir, vers 21h, un homme a déposé un colis devant une résidence. Peu de temps après, les 3 occupants de l'appartement du rez-de-chaussée arrivent et là, le colis explose. Tous sont de la même famille, ils ont été blessés. Un couple âgé de 50 à 60 ans ainsi qu'un adolescent de 13 ans. Le pronostic vital de la femme est encore engagé à l'heure où nous enregistrons. Le procureur général de la principauté s'est refusé à confirmer l'identité de la cible présumée, mais selon plusieurs sources, il s'agirait d'un richissime homme d'affaires d'origine ukrainienne, résident permanent à Monaco et ayant acquis la nationalité chypriote. Alors il fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions suite à une décision du Conseil national de sécurité promulguée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sanctions qui pourraient être dues au choix du multimillionnaire de poursuivre ses activités de négoce d'alcool en Crimée, région annexée par la Russie. Le suspect a pris la fuite à pied. Il est évidemment activement recherché. Une enquête a également été ouverte pour tentative d'assassinat. La qualification terroriste n'a pas été retenue. Et c'est une victoire, l'affaire Geneviève Leguet, l'un des symboles des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. La Cour d'appel a confirmé la condamnation de Rabat Souchi, le commissaire qui avait ordonné la charge ayant grièvement blessé cette femme. Il a été condamné, comme en première instance, à 6 mois de prison avec sursis pour complicité de violence par personne dépositaire de l'autorité publique. La justice a estimé que l'ordre qu'il avait donné de charger n'était ni nécessaire ni adapté, ni même légal. Alors rappelez-vous, c'était le 23 mars 2019 à Nice. Geneviève Leguet, alors porte-parole départementale d'Attaque, elle avait 73 ans à l'époque des faits. Lors d'une manif des Gilets jaunes, elle a été violemment projetée au sol par la police. Conséquence directe, de multiples fractures, dont un traumatisme crânien, une hospitalisation de 2 mois et de lourdes séquelles encore aujourd'hui. Notre journaliste Marjolaine l'a contactée tout à l'heure. On écoute. Il faut savoir que ça faisait 70 ans que
un donneur d'ordre avait été condamné. Donc, c'est quand même une victoire. Donc, 6 mois de prison avec sursis, mais enfin, il a réussi quand même que ça ne soit pas inscrit sur son casier judiciaire. Et ça, c'est très embêtant. Ensuite, personnellement, je ne suis pas plus satisfaite que ça, mais ce n'est pas que moi. Hein, les gens autour de moi me disent que c'est peu payé. Bien sûr, quand on voit comment les gens de notre classe sociale sont en prison pour un oui, pour un non, lui, il fait un acte gratuit, il fait du zèle, et finalement, il ne lui arrive pas grand-chose. Si vous voulez, ça va servir justement de jurisprudence à toutes les victimes de violences policières Alors, déjà, il faut savoir que beaucoup de victimes de violences policières reçoivent des non-lieux, ils n'ont pas le droit à un procès. Donc, du coup, ça donne des ailes quand même depuis le 8 mars 2024 à des victimes de reposer la question à la justice, de redemander un procès. Il y en a qui sont arrivés. Donc déjà, ça va faire jurisprudence et les avocats vont pouvoir s'en servir. Alors cette condamnation, elle ne sera pas inscrite au casier judiciaire du commissaire, ce qui devrait lui permettre de poursuivre sa carrière. La mairie de Nice a toutefois annoncé que ses fonctions au sein de la police municipale prendront fin à la fin du mois. Les salariés du SAMU social de Paris sont en grève reconductible depuis le lundi 23 juin à l'initiative de la CGT. Le syndicat dénonce une dégradation continue des conditions de travail et une baisse des moyens consacrés à l'hébergement d'urgence. Au cœur de la contestation, la suppression annoncée de près de 1200 nuitées d'hôtels destinés aux personnes sans abri. Les décisions de l'État de remettre à la rue des familles hébergées durant le plan Grand Froid ne passent également pas auprès des travailleurs sociaux. Ils ont appelé à faire du 30 juin une journée de convergence entre les travailleurs du secteur social, médico-social et des personnes concernées par ces politiques de précarisation. Ça a commencé par un piquet de grève à 9h du matin, suivi d'une manif et d'un rassemblement. Nos journalistes Irving Magie et Andrei Manivit étaient sur place. C'est très compliqué pour nous, mais surtout pour eux, qui sont à la rue, qui vivent des choses pas possibles. Et donc oui, cette grève, c'est un moyen de montrer qu'ils sont là, parce qu'on les invisibilise, et aussi de rappeler nos conditions aussi en tant qu'écoutants au 115. Là actuellement, il y a aussi l'ASE, il y a aussi France Travail qui sont avec nous. Il y a toute une crise dans tous ces secteurs, et faire une coalition tous ensemble, c'est une super idée. On a notamment Utopia, qui est une association qui héberge beaucoup et qui vient beaucoup en aide aux sans-abri, qui s'est rassemblée à notre cause. Et donc là, on a un gros réseau qui dénonce énormément de violences institutionnelles, notamment en particulier même. Mais aujourd'hui, cette grève, c'est un moyen de dire on en a marre et on veut que vous soyez plus humains. À l'international, la droite radicale gagne encore du terrain en Amérique latine, de quoi satisfaire Donald Trump. Après 3 tentatives, la 4e fut la bonne. Keiko Fujimori a été élue présidente du Pérou avec 50,13% des suffrages. L'écart est de seulement 50 000 voix avec son rival de gauche, Roberto Sanchez. Il s'agit de l'un des scrutins les plus serrés de l'histoire récente en Amérique latine. Pedro Sanchez, héritier politique de l'ex-chef d'État Pedro Castillo, dénonce de son côté des irrégularités dans le scrutin et il pourrait carrément ne pas reconnaître son résultat. Keiko Fujimori est la fille, quant à elle, de l'ancien président dictateur Alberto Fujimori, qui a régné, on le rappelle, pendant 10 ans sur le Pérou avant d'être condamné pour corruption et crimes contre l'humanité. La droite et l'extrême droite gagnent évidemment du terrain en Amérique latine. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, notamment grâce à notre journaliste Irving Magie, dans un entretien d'actu que je vous invite à voir ou revoir en intégralité sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Un grand merci et une très bonne soirée sur le Média.